Et donc, on a la troisième prise de parole par Serena Massimo, qui est docteur en esthétique. Donc, c'est une recherche qui est plus évoluée, on va dire. Serena est docteur en esthétique à l'Université de Roma 3 Tor Vergata, avec une thèse en danse qui avait été en danse et esthétique, l'expérience vécue de la danse entre spontanéité et making sense, qui avait été en fait en co-direction avec la France et notamment Anne Boissière, que peut-être vous connaissez, qui est une philosophe française qui était professeure à l'université de Lille. Serena écrit des textes, dont notamment, attends, j'essaie de voir, mais vous verrez sur la biographie qui est sur le programme, comme ça on ne perd pas trop de temps. Donc Serena va nous parler du poster, la dissidence, le geste dissident au prisme de l'interanimation entre texte et image. Voilà, je te laisse. Merci. Comme ça. Ok, merci. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok, merci Barbara, merci aussi à tous les organisateurs et organisatrices de ces journées d'études. Ma contribution se concentrera sur les aspects émotionnels et corporels, voire posturaux de la gestuelle dissidente. En particulier, je vais mettre en évidence comment incarner la dissidence est une opération de réconfiguration, de transformation de la trajectoire de quelque chose, notamment une narration qui est incarnée, mais que l'on veut, pour ainsi dire, incarner autrement. Je parle d'incarner parce que c'est à travers les corps dans lesquels cette narration s'est inscrite que réside la ressource pour opérer une contre ou peut-être une ré-narration. C'est l'aspect le plus significatif, à mon avis, de l'étude des cas que je vais vous présenter. Il s'agit d'un livre de 2014, Rome niée, parcours postcoloniaux dans la ville. Ici, l'écrivaine somalo-italienne Ijaba Shego accompagne les lecteurs dans les lieux de Rome, emblématiques du passé colonial italien qui a colonisé l'Afrique orientale, en particulier l'Érythrée, la Somalie, la Libye, l'Éthiopie, déjà à partir de la fin du XIXe siècle, qui a culminé à l'époque fasciste. L'Italie n'a jamais officiellement fait face à son passé colonial en le reconnaissant et en le condamnant. C'est ce qui est à l'origine de ce livre, qui est lui-même un geste de dissidence envers cet oubli de sa propre histoire, un vide dans la mémoire du peuple italien que l'écrivaine veut combler. Mais comment ? En marchant, en parcourant la ville, et en allant occuper, avant même avec ses mots, avec son corps en mouvement, qui occupe, en les forçant à parler, les lieux du colonialisme non valorisé et donc oublié. Je vais revenir bientôt sur ces photos. Ce que j'aimerais souligner, c'est que cela s'est produit grâce aux émotions que ces lieux suscitent en Ijaba Shego et qu'elle nous transmet et qui motivent ses choix moteurs, son parcours dans cette réécriture de Rome à travers la marche et de l'histoire de Rome. Ce n'est pas un hasard si Shego appelle cette marche récit corporel mobile un voyage émotionnel. Je propose de l'appeler une marche atmosphérologique, en accord avec une approche philosophique qui identifie les émotions non comme des états affectifs internes que nous projetons hors de nous, mais comme des entités qui, comme des interlocuteurs, existent en dehors de nous et nous saisissent, nous obligent à entrer en résonance avec elles. Outre les personnes, ce sont aussi les objets, les lieux, les entités non humaines qui exercent une agentivité atmosphérique, affective, qui suscite ces sentiments. Comme l'affirme le philosophe Tonino Grifero, il s'agit d'affordance atmosphérologique, c'est-à-dire que ce qui nous entoure nous offre des invitations à nous ressentir d'une certaine manière.
Tous ces livres peuvent être lus comme une tentative de faire valoir les invitations à ressentir provenant des lieux en question, sans les filtrer par la narration obligative dominante, mais précisément pour nourrir les gestes dissidents, de transformer sa façon de vivre ces lieux, de se laisser traverser par la douleur qu'il évoque, et de faire de ces douleurs le point de départ pour se réapproprier aussi d'une histoire qui est stratifiée dans les corps des générations de ceux qui ont vécu le fascisme et qui demandent de reconnaissance et condamnation. La couverture est prise devant le cinéma Impère, qui renvoie à la proclamation du roi Victor Emmanuel III de Savoie comme empereur d'Afrique orientale et qui a son équivalent dans la ville d'Asmara en Érythrée. Cette photo, en revanche, a été prise près du pont Principe Amedeo di Savoia Aosta, qui rappelle la Piazza dei Cinquecento, la place de 500, en mémoire de sa victoire à Ambalaggio pour sa résistance aux troupes anglaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette photo, en revanche, était prise sur la Piazza del Cinquecento, à la gare Termini, où les 500 les soldats italiens à Dogali en 1898, entre les groupes de Res Alula qui l'ont entendu en guet-apens alors qu'ils recevaient aucune aide. Cette photo a été prise à l'emplacement où se trouvait une stèle commémorative et un obélisque qui n'a jamais été rendu à l'Éthiopie. La stèle de Dogali, maintenant remplacée par une plaque commémorative, a été maintenant remplacée par une plaque commémorative pour les morts du 11 septembre 2001. La particularité de ces photos et les liens entre les gestes dissidents de Djabashego réside dans le fait qu'elles ne sont pas des photos des lieux, comme pour symboliser l'absence de références officielles ou comme pour dissimuler des références à des événements autres que la colonisation passée. Le fait est qu'ici, l'acte de commémoration est représenté par le corps même des personnes dont la seule existence est la preuve du colonialisme et constitue une sorte de geste dissident face aux tentatives de l'oublier. Il s'agit de, je cite l'écrivaine, corps qui revendiquent une histoire, un passé, une mémoire, des corps qui veulent la justice, des corps qui rêvent dans notre Italie, plus équitable, plus juste, la nôtre, antiraciste, des corps qui occupent avec leur dignité des personnes, les lieux des colonialismes italiens oubliés. La particularité de ces corps, qu'elle est reprise par les bas met en valeur, est leur stature droite, qui est comme la représentation de leur émergence de cette histoire. Ils font opération de perturbation, ils dérangent dans ces lieux qui ne se souviennent pas d'eux et ne les reconnaissent pas, et dont les affordances atmosphériques sont au contraire mises en valeur par ces mêmes corps. Je suis très impressionnée très frappée par cette photo où il y a cette pose presque hiératique où la dimension sacrée, c'est vraiment, je pense, donnée par cette posture et a à faire avec le fait que cette personne, c'est comme un médiateur, le point de contact, de transmission de l'expérience d'autres corps, de corps déchirés par le colonialisme italien notamment. Mais aussi les figures féminines qui prédominent sur les figures masculines parce que les femmes ont été les premières à payer les prix de la politique coloniale pour leur désinvolture et leur envie de vivre. Ici, leur posture n'est fait qu'un avec leur regard, un regard non soumis mais haut, fier, qui transmet le désir, je cite, d'être vivant et au centre de sa propre existence. Ou encore les corps des réfugiés politiques. Ces corps, dit l'écrivaine, ces mâchoires serrées, ces bouches entrouvertes, ces yeux, savent qu'ils sont en territoire ennemi. Autour d'eux, les décombres d'un fascisme jamais raconté. Ce que je veux soutenir, c'est que les gestes de dissidence incarnés par les corps représentés par Rino Bianchi, qui est le photographe, se transmet aux photographies elles-mêmes, qui, au lieu de les cristalliser, de les figer, réactivent les gestes de dissidence en les médiatisant d'une manière qui égratigne la notion traditionnelle d'archive. Pour paraphraser Foucault, c'est comme un lieu où les institutions enregistrent et conservent les discours dont veut garder la mémoire et dont la narration dominante
dont on a parlé. L'archive, en ce sens, est le résultat d'un choix entre ce qui mérite une place et ce qui ne la mérite pas, qui doit être écarté. Les photos de Rino Bianchi, en montrant que ce qui a été écarté de la narration dominante, rendent opérationnelle l'action performative et transformatrice des perturbations, de dérangements qui affectent les lieux et surtout les personnes qui les observent. Ces photos nous font voir ce qui a été écarté et nous montrent qu'il est impossible de les archiver, c'est-à-dire d'en faire une multitude amorphe, ici je cite Foucault, ne s'inscrivait pas non plus dans une linéarité sans rupture et ne disparaissait pas au seul hasard d'accidents externes, mais qu'elles se groupent en figures distinctes, se composant les unes avec les autres selon des rapports multiples, se maintiennent ou s'estompent selon des régularités spécifiques. L'idée est que les photos de Rino Bianchi réitèrent l'opération de perturbation mise en œuvre par les corps qu'elles représentent, qui consiste à refuser d'être émassé dans une multitude amorphe, à être ramené à un point précis d'une histoire linéaire et à dépasser. Au contraire, ces photos visent à mettre en valeur les relations multiples et dissonantes qu'elle entretient avec les lieux qui font partie de leur vécu et de celui de ceux qui les ont précédés, de ceux qui les ont suivis, autant de ceux qui les regardent. C'est pourquoi est réactive et une mémoire cinétique, kinesthésique. Elle remoue en profondeur, par exemple, les souvenirs d'une chanson fasciste que le père de l'autrice lui chantait et dont elle reconnaît aimer les rythmes. Elle condamne en montant l'origine fasciste de cette chanson. Ces photos réactivent ces contradictions en montrant la présence incontournable de l'histoire coloniale dans les corps de ceux qui l'ont vécu et permettant en même temps de se libérer de cette appropriation de son propre corps par les colonisateurs. Cela se produit en s'inscrivant à leur tour dans notre mémoire, non seulement visuelle, mais aussi synesthésique, précisément parce que ces photos agissent sur notre façon de percevoir et de nous déplacer dans ces lieux, de les parcourir également avec notre mémoire. C'est ainsi que s'active non seulement une contre-narration, un récit, comme celle de Chego qui démontre en détail le caractère inventé de nombreux événements coloniaux. Au contraire, s'active la capacité, à travers ces photos, s'active la capacité même de remettre en question une manière de se sentir et de se mouvoir dans l'histoire de nos corps, de notre génération. Cette surimpression spatio-temporelle qui envisage également l'espace et le temps futur doit, à notre avis, beaucoup au caractère hybride de cette œuvre, à sa nature iconotextuelle. En effet, les médiums de l'écriture et celui de l'image sont dans un processus d'interanimation. Ce qui est en cours, c'est un dialogue, comme dit Rebecca Schneider, inter- et cross-média. Un média s'exprime en répondant à un autre, de sorte qu'il y a une exaltation réciproque de la capacité des deux médias à mettre en scène, à faire voir la réalité. C'est ce qui active l'imagination intermédiale, c'est-à-dire l'imagination qui, je cite Pietro Montani, réhabilite l'image dans sa relation avec son autre irréductible, avec son hors-champ radical et inappropriable. Ce que Montaigne veut dire, c'est que l'imagination réactualise la réalité, qui se caractérise par une altérité irréductible et, pour cette raison même, fait l'objet de réactivations toujours nouvelles, y compris artistiques, qui sont toujours médiatiques, d'où la nature intermédiaire de cette imagination. Cette dernière a la capacité de mettre en évidence la non-coïncidence de la réalité avec sa mise en scène médiatique, en réhabilitant, je cite Montaigne, un élément de discordance grâce à une dissidence entre l'image et le monde, de nature à rétablir la différence effacée et supprimée. L'opération à la base du geste d'écriture et des photographies de Romnier est précisément de montrer, en l'incarnant, cet élément de discordance entre l'imaginaire transmis par la narration dominante et un monde dont l'histoire a été oubliée, maintenant rappelée par les corps eux-mêmes qui en sont les fruits. Le dernier point va être une suggestion. L'union des textes et de l'image peuple notre vie quotidienne. Nos gestes numériques sont des gestes quotidiens, sont des gestes entre des contenus iconiques textuels numériques. On parle à cet égard d'ekphrasisme numérique. Ekphrasis est un terme grec qui indique dans les domaines rhétoriques un discours descriptif qui met les sujets montrés vivement devant les yeux.
C'est une capacité de la parole de nous faire voir les choses. Cette capacité serait exaltée par les images elles-mêmes, souvent falsifiées pour accroître la partageabilité du contenu, comme c'était le cas que je vous montrais. Il y a dans ces gestes d'oubli des transformations des corps en tente, un acte égal et contraire à celui des corps de Romnier et de ses auteurs. Un cachet pour mobiliser à travers les gestes peut-être dissidents, de poster, de partager, c'est dans le monde de tour, les regards. Merci.